Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette conférence live sur la santé mentale au temps du capitalisme viral. Cette conférence est organisée par la formation Léon Lezoil. C'est une association sans but lucratif d'éducation permanente qui organise régulièrement ce type d'événements. Peut-être que vous avez déjà assisté aux conférences live précédentes sur les luttes pour l'IVG, sur la réponse sanitaire à la pandémie actuelle. Elle est aussi co-organisée par la gauche anticapitaliste, qui est, elle, une organisation qui milite pour une société éco-socialiste et débarrassée des divers rapports sociaux d'exploitation et d'oppression. Voilà, donc encore une fois, bienvenue. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent live et je passe tout de suite la parole à Roxane. Merci beaucoup. Un tout grand merci à la gauche anticapitaliste pour l'organisation de la conférence ce soir et merci à toutes et à tous qui nous regardaient. Alors, comment ça va se passer? Je vais faire une petite introduction pour nous mettre un peu dans le contexte de la thématique de la conférence. Ensuite, je laisserai les intervenantes se présenter et elles feront chacune leur intervention de voilà, une dizaine de minutes. Si on a le temps, je les laisserai rebondir sur leurs interventions mutuelles et puis on passera aux questions et réponses et on prendra aussi note de vos commentaires. Donc ça veut dire qu'on compte sur vous aussi pour participer à la soirée de ce soir, à la thématique. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le chat. Donc normalement, quand vous voyez la vidéo, vous voyez aussi que vous avez la possibilité de laisser des commentaires. Ce sera rassemblé et on essaiera de revenir sur le maximum tout ce qu'on peut dans la deuxième partie de la conférence. Alors, donc le sujet de ce soir, penser la santé mentale particulièrement dans le cadre, dans le contexte actuel, ben, ça nous a semblé essentiel. On voit que c'est une thématique qui revient assez fort sur le devant de la scène actuellement, quelque part parce qu'on n'a pas le choix de la penser, hein. On voit que cette crise du Covid, que la crise économique mettent en fait à nu le système, ses dysfonctionnements et les effets que ça a sur les personnes. Et donc, ça semble tout à fait important d'en discuter avec nous et c'est un peu l'objectif de ce soir, d'avoir avec les intervenantes arrivé à à comprendre le contexte actuel, à arriver à mettre des mots dessus et à arriver à voir comment est-ce que on peut agir collectivement ensemble. Le sujet de la santé mentale, c'est un sujet très, 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 très vaste. Je veux dire, si on nous demande de définir ce qu'est la santé mentale, c'est assez compliqué. C'est un énorme champ. Il y aurait énormément de choses à en dire. En réfléchissant à l'introduction de ce soir et à la conférence de ce soir, en réfléchissant à l'introduction que je devais faire, je me suis dit aussi, je vous avoue que je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'on est en état de discuter? Est-ce qu'on est en état d'écouter une conférence? Est-ce que, est-ce qu'on est tout simplement encore capable? Et donc, je me suis dit, mais en fait, il faudrait peut-être faire une introduction un peu pragmatique, parce que même si on ne va pas parler de l'offre des soins, du système de soins de santé mentale, on va l'aborder de façon transversale, mais ce n'est pas directement la thématique de ce soir. Il me paraissait quand même important de revenir un peu sur voilà, les différents services de soins en santé mentale qui existent en Belgique, parce que c'est pas évident, en Belgique francophone, parce que c'est pas évident à comprendre. Nous avons donc, mais déjà, il y a tout un secteur privé. Donc, il y a énormément de psychologues qui exercent en privé à titre indépendant. Il faut savoir que ces consultations-là, les tarifs de ces consultations, elles sont à l'appréciation des psychologues, même si le cadre de déontologie invite quand même oblige à ce que ce soit un minimum correct, mais sans préciser
exactement les tarifs. Les remboursements, ils existent via la mutuelle, mais donc ça veut dire qu'il faut avoir une mutuelle et ça existe aussi de façon limitée. Donc c'est seulement, heu, chaque mutuelle a un peu son fonctionnement, c'est quelques séances, hein, je pense que le plus c'est 10 séances, je ne sais plus, de mémoire et qu'une partie de la consultation. Donc voilà, ça c'est pour les psychologues en privé. Comment accéder à un psychologue ou une psychologue en privé? Beh, généralement, c'est le bouche à oreille, c'est pas quelque chose d'évident. Mais il y a aussi, des annuaires, en ligne, disponibles. Chaque psychologue travaille avec son type d'orientation, il y a psychologue, il y a psychothérapeute, il y a thérapeute, enfin voilà, il y a une offre assez large, dans laquelle il faut se démener. Il y a par ailleurs donc dans le public, il y a les hôpitaux, il y a, les services psychiatriques en hôpitaux. Il y a aussi, ce qu'on appelle l'ambulatoire avec les services de santé mentale, hem, donc qui sont des institutions dans lesquelles non, enfin, je ne vais pas revenir dans les détails, mais donc vous avez le service de santé mentale, vous avez aussi, vous pouvez parfois avoir accès à des psychologues en planning familiaux et en maison médicale. Donc voilà, donc ça heu, c'est pour le champ un peu plus public, où il est, possible, pour les services de santé mentale, les plannings, les maisons médicales, d'avoir accès à des consultations un peu plus facilement en fonction de vos revenus. Je pense que c'est important de le savoir et puis oui, je mentionnais aussi les hôpitaux et on a aussi, tout ce qui concerne les foyers résidentiels, donc des endroits où on peut, par ailleurs, vivre pendant un certain temps, ou aussi, des centres de jour, donc qui sont, des, lieux dans lesquels on peut avoir des activités pendant la journée, mais où on ne reste pas forcément dormir. Hem, donc vous voyez, il y a un champ assez large. En général, donc ça où est-ce que vous allez vous adresser va dépendre un peu de, ce qui vous traverse et aussi, des informations que vous recevez. Il y a bien sûr, il y a un champ plus généraliste, mais il y a aussi, des services plus spécialisés. Voilà, c'était pour donner quelques éléments de compréhension, du secteur, de la santé mentale. Heureusement, l'effet thérapeutique, le soin, il ne se situe pas uniquement, dans les services, «professionnels» entre guillemets. Il se situe aussi, dans, les liens qu'on tisse entre nous, dans les réseaux de solidarité, dans tout, ce qui fait le tissu social, dans la société et je pense que c'est aussi en partie ce qu'on va aborder, ce soir. Hem et donc, hem, voilà, je pense qu'il ne reste plus qu'à revenir, sur la présentation des intervenantes et on va essayer de tisser à partir de leur, ah oui, je voulais dire autre chose, non. On va essayer de tisser à partir de leurs interventions, hem, un fil et sur lequel on va, revenir, avec vos commentaires. Ce que je voulais dire en plus, c'est que ce soir, on voulait aussi, des démarches ont été faites pour inviter des personnes usagères, dans le secteur. C'est quand même très important, quand on parle de penser le soin, penser, l'organisation, de la santé mentale, des services de santé mentale, hem, dans la société, d'intégrer les premières personnes concernées. Pas juste de les intégrer, c'est qu'elles aient une place, 1re et qu'il y ait des liens entre, professionnels et usagers et usagères. Ça n'a pas pu être, possible, ce soir, mais donc si des personnes, qui regardent la conférence sont impliquées dans des collectifs d'usagers et d'usagères, n'hésitez pas à transmettre les informations, en commentaire, du live parce que c'est aussi comme ça, qu'on prend connaissance, des collectifs existants et qu'on met, du lien, entre nous. Voilà, c'est tout pour l'introduction.
je propose que Frédéric, tu puisses peut-être nous dire un mot sur où tu travailles, ce que tu fais. Oui, bonjour. Roxane, tu ne présenterais pas d'abord les différentes intervenantes juste avant que je commence, comme ça on est déjà un petit peu en lien. C'est ce que je te demandais. Donc, que tu puisses te présenter toi. Ah oui, d'accord. Ok, donc je me présente en une minute. Oui, donc je suis Frédéric Van Leuven, je suis psychiatre. Je travaille au centre psychiatrique Saint-Bernard à Manage. Je suis responsable de l'équipe mobile de crise, donc qui couvre toute la région du centre, Loptoin et Erqueline, mais qui est localisée à Manage, puisque c'est l'hôpital qui a gelé ses lits pour ouvrir les équipes mobiles il y a 7 ans. Sinon, je fais des gardes à Manage, comme tous mes collègues. Je suis responsable de l'hôpital de jour aussi et de tous les projets famille dans cet hôpital. Et je pense que si j'ai été invitée ce soir, c'est parce que je suis membre du groupe de travail du Conseil supérieur de la santé sur les conséquences psychosociales du Covid, sur lequel tu souhaitais que je dise quelques mots, Roxane. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Isabelle? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Roxane. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité, de me permettre de donner la parole ce soir. Alors pour me présenter brièvement, quand vous m'avez invité pour parler ce soir, il était question peut-être de se situer. Et donc, ça fait partie de ma présentation aussi. Donc, moi, je travaille comme psychologue, comme psychothérapeute au sein de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Et également, j'ai un cabinet privé. Donc, comme tu l'as souligné, beaucoup de psys sont aussi indépendants. Donc, je vais me situer comme femme blanche, cisgenre, je dirais féministe. Et je trouve ça peut-être, j'ai peut-être juste envie de préciser que comme psychologue, c'est plutôt rare qu'on nous demande de nous situer. On fait plutôt appel à la neutralité. Mais j'ai peut-être envie de dire que être neutre, c'est déjà prendre une position politique. Donc aujourd'hui, vous dire un petit peu plus d'où je vous parle, c'est aussi important, je pense, pour cette conférence. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Siam? Oui, bonsoir tout le monde. Merci également pour l'invitation. Donc, je suis également psychologue de formation et de métier, on me paye pour ça. Je travaille depuis un peu plus de 10 ans dans la clinique spécifique des personnes exilées et en précarité de séjour et victimes de violences politiques et de mauvais traitements. Depuis donc un peu plus d'une dizaine d'années et je suis en Belgique depuis un peu plus de 4 ans. Je viens de France, je partage la condition d'immigré doublement. Et c'est un petit peu depuis cette clinique-là que je vais vous parler aujourd'hui de ce lien un peu entre une situation politique, des conditions de vie matérielles et les effets sur la santé mentale. Merci beaucoup à toutes les trois pour votre présentation. Je vais rajouter aussi que malheureusement, on doit excuser Aurélie X qui travaille à l'autre lieu ce soir. Elle ne peut pas participer, mais elle m'a transmis certaines infos et certains liens de ce qu'elle elle espérait présenter ce soir. Pardon. Donc, je propose de mettre ça en commentaire dans le live. Voilà. Alors, je veux juste dire aux intervenants, n'hésitez pas à parler assez fort dans votre micro pour qu'on vous entende bien. Et je propose tout de suite de passer la parole à Frédéric pour ton intervention. 10 minutes, Frédéric, c'est à toi. Et voilà, ne t'inquiète pas, tout ce que tu n'auras pas eu le temps d'aborder, on l'abordera dans les questions-réponses. D'accord. Bon, j'y vais. Vous m'entendez? Vous me voyez? Tout va bien? D'accord. Voilà. Mais donc, tu m'as posé 3 questions, Roxane, en m'invitant ce soir, donc en bonne élève. En bonne élève. Je vais reprendre juste ces 3 questions que tu m'as posées, à savoir que mettent en avant les avis du Conseil supérieur de la santé. Je vais d'abord dire un peu ce que c'est cette bête-là.
Pourquoi semble-t-il nécessaire, ces avis, et quelle est leur influence? La deuxième question que tu m'as posée, ben voilà, elle a une relation directe avec mon travail en équipe mobile de crise dans la région du centre. Et la troisième, c'est qu'est-ce que finalement tout cela a mis en évidence comme faille, comme fracture dans l'organisation des soins. Voilà, donc je vais essayer d'aborder ça en 10 minutes. Alors, le Conseil supérieur de la santé, c'est une instance qui conseille le service public fédéral santé, donc le ministère de la Santé. Donc, c'est un organe scientifique qui est en principe neutre et qui est composé habituellement de personnes plutôt universitaires, donc qui ont une habitude de travail dit scientifique. Donc, a priori, je n'avais pas de place particulière à prendre au conseil scientifique et au Conseil supérieur de la santé. Et l'histoire s'est passée d'une manière assez particulière. C'est qu'au mois d'avril, j'ai été contactée, j'ai reçu un appel sur mon portable. Je pensais d'ailleurs que c'était un poisson d'avril où on me demandait est-ce que ça t'intéresse d'envoyer ton CV pour faire partie du GIS, le groupe d'experts du déconfinement, qui crée un sous-groupe pour la santé mentale. Et donc, voilà. Il s'est fait que mon nom était apparu parce que dans ma première vie, j'étais pédopsychiatre, donc j'ai gardé des relations assez proches avec le milieu de l'enfance et de l'adolescence, que j'ai travaillé à Bruxelles et en Wallonie, que je connais l'ambulatoire et l'hospitalier, et donc que j'étais une personne bien placée pour faire remonter un peu toutes les données du terrain vis-à-vis des autorités. Et donc, ok, j'ai joué le jeu, j'ai envoyé mon CV, j'ai été sélectionnée comme membre du GIS, et puis voilà, c'est pas mal de travail de participer à ces réunions, etc. Et c'est très vite avéré qu'en fait, c'était un travail relativement, il m'a semblé inutile. Inutile parce que nous étions plusieurs à voilà, réfléchir, faire remonter les données du terrain, mais que nous n'avions aucune idée de où tout ce qu'on pouvait apporter comme expertise arrivait. Et c'est une situation qui s'est répétée, je dirais, et qui se répète même au niveau du Conseil supérieur de la santé, c'est-à-dire qu'on on fait remonter des données, on donne des avis, mais après ça, on ne sait absolument pas ce qu'il en advient, comment les membres du gouvernement en sont informés, quelles sont les mesures qu'ils peuvent prendre à partir de ça, et on a de plus le sentiment, qui n'est pas qu'un sentiment, que derrière les avis passent d'autres avis qu'on ne connaît pas très bien, et que ces groupes de conseil sont donc quelques groupes parmi d'autres. Ce sont des groupes qui sont absolument bénévoles, c'est important de le dire, dont les personnes qui ont participé au GIS le savent, que les personnes qui participent au Conseil supérieur de la santé, c'est un apport tout à fait bénévole, mais à côté de ça, il y a d'autres mais voilà, il y a d'autres instances qui sont consultées et parfois qui coûtent extrêmement cher quand on pense aux fortunes qui ont été dépensées pour les cabinets d'audit sur, par exemple, la création du baromètre. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais donc le GIS a rapidement avorté, tout simplement parce que nous avons posé des questions précises sur ce qu'on attendait de nous, que les réponses ne sont pas venues. Et donc, j'ai été rappelée finalement après par le Conseil supérieur de la santé, qui voulait aussi qu'il y ait quelqu'un qui fasse remonter un peu les données. Et donc, j'ai découvert à ce moment-là que le Conseil supérieur de la santé avait déjà donné un premier avis. Et c'était un avis qui a été émis en mai, donc en mai 2020, et qui est un avis assez intéressant et qu'on trouve facilement sur Internet, hein, avis du Conseil supérieur de la santé sur les conséquences psychosociales du Covid, et tout y est déjà. Donc, en fait, ce groupe dont je ne faisais pas partie avait déjà rédigé un avis tout à fait intéressant, qui mettait en évidence déjà toutes les conséquences psychosociales qui allaient en découler, qui définissait certains groupes cibles, notamment les personnes les plus vulnérables, et les plus vulnérables parmi les plus vulnérables, dont les personnes réfugiées, la fragilité des mères seules avec des enfants, la fragilité des travailleurs en santé, où on pouvait déjà anticiper qu'il y aurait des grosses difficultés. Cet avis mettait déjà en évidence à quel point c'était important que le gouvernement ait une communication claire sur cette crise et que les médias puissent reprendre et expliciter les décisions du gouvernement. Il était mis en évidence dans cet avis à quel point les processus de deuil, c'est important, et à quel point il fallait inventer des processus de deuil par rapport à tous ces décès qu'on était en train de commencer à vivre.
il mettait déjà en évidence aussi cet avis à quel point c'était important de monitorer les difficultés qu'on allait trouver et de renforcer toutes les structures en santé mentale qui existaient déjà. Donc cet avis date du mois de mai. Alors, qu'est-ce que j'ai pu y apporter personnellement depuis le mois de juin? Mais c'est qu'on y a rajouté une enquête de terrain qui a été remplie par 200 participants qui sont à la fois des professionnels, mais aussi des usagers, des personnes proches des usagers qui ont participé à cette enquête pour avoir vraiment une remontée comme ça, vraiment de la base. Et je trouve que cette enquête est passionnante. Je ne peux pas la transmettre et je ne parle pas en tant que représentante du CSS ce soir, je parle en jeu. Mais je trouve qu'en tout cas, elles rejoignent le deuxième avis va être, à mon avis, publié d'ici peu de temps, d'ici une quinzaine de jours. Le premier est déjà, vous allez le trouver facilement. Hein. Mais donc, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, les données du terrain rejoignent vraiment parfaitement ce qu'on a pu constater à partir de notre boulot en équipe mobile et à l'hôpital. Alors, j'en arrive au deuxième point, l'équipe mobile. Donc, les équipes mobiles, ce sont des équipes qui vont à domicile dans des situations... Donc, moi, je suis responsable de l'équipe mobile de crise. Donc, elle va dans toute situation de crise. Ça peut être un deuil, une perte de boulot, une décompensation aiguë. Ça peut être psychiatrique, ça peut être simplement existentiel. Ça n'est pas un critère d'inclusion pour la crise, en tout cas au départ. Les équipes mobiles de B, elles vont dans des situations qui sont vraiment des situations plus psychiatriques et plus à long terme. Donc, nos deux équipes sont côte à côte, elles sont différenciées, mais elles travaillent souvent ensemble. Et donc, nous couvrons un territoire qui est assez vaste, hein, puisque c'est toute la région du centre, c'est 300 000 habitants. Et donc, nous nous déplaçons à domicile sur demande directe des gens, sur demande des généralistes, sur demande d'un CPS, d'un tiers. Donc, toute personne peut adresser une demande à l'équipe mobile et chaque fois, c'est évidemment évalué avec la personne, le principal concerné. Mais donc, on va à la maison, on va au domicile des gens. Et ce qui est peut-être, c'est un travail gratuit aussi, c'est important de le signaler. Les équipes, pour le moment, comme elles font partie d'un projet pilote du gouvernement, jusqu'à nouvel ordre, en tout cas depuis 7 ans, elles font un travail absolument gratuit pour les personnes. Et c'est assez drôle parce que cette gratuité a suscité une certaine méfiance au départ chez nos responsables qui se sont dit, mais si c'est gratuit, les gens vont abuser. Mais je peux vous dire qu'en 7 ans, je n'ai jamais vu une personne abuser de la gratuité d'une équipe mobile. Je trouve que c'est vraiment la preuve par A plus B qu'on ne réfléchit pas toujours très bien à cette question de la gratuité et qu'elle n'a pas les effets pervers qu'on dit souvent. Mais donc, comme équipe mobile, on a eu de la chance parce qu'au moment où c'était l'annonce, il faut se souvenir, hein, Sophie Wilmès annonce le confinement le 17 mars, si je me souviens bien, il doit commencer le 18. Et à ce moment-là, c'est très chaotique. Hein, déjà, dans nos unités de soins, on voit qu'il y a déjà des différences. Alors, la région du centre, il y a beaucoup de gens qui ont de la famille en Italie, hein, et en Italie du Nord. Donc, les photos de Milan, etc., elles arrivent. Les gens sont au courant du fait qu'il y a une catastrophe, que l'orage arrive. C'est comme quand on voit ce gros nuage arriver de loin. Certains en sont plus conscients que d'autres. Et donc, on voit déjà des divisions se produire à ce moment-là. Et donc, tout le monde hésite un peu sur que faut-il faire. Et on sait qu'en hôpital, c'est un gros paquebot et que les décisions, elles prennent, voilà, il y a plusieurs circuits pour qu'elles se prennent et que c'est assez lourd, c'est assez lent. Et puis, il y a ces petites équipes, l'équipe mobile, l'hôpital de jour, où voilà, on se dit, il faut assez vite prendre des décisions, il faut réfléchir avec les patients, qu'est-ce qu'on fait. Et donc, notre grosse crainte en équipe mobile, c'était d'être fermé. On avait aussi un petit peu peur qu'on nous réquisitionne parce que l'hôpital aurait besoin de personnel supplémentaire. Mais finalement, le SPF Santé a très vite, on a eu de la chance, le SPF Santé a très vite annoncé officiellement qu'il fallait que les équipes mobiles continuent à travailler, qu'elles bénéficient d'un équipement de protection, et donc au moins notre statut, par rapport à d'autres, a été assez clair. Nous allions continuer à travailler, nous allions continuer à aller sur place chez les gens et nous bénéficions au moins de masques, ce qui était à l'époque déjà une grande chance. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu sur place? Qu'est-ce qu'on a vu sur place? On a vu les premières catastrophes arriver et les premières, c'était vraiment les personnes âgées. En fait, ce qu'on a vu, c'est les effets du délitement de la première ligne. Donc déjà, les médecins généralistes. L'annonce était passée à l'époque que les généralistes n'allaient plus à domicile. Et très vite, celles qui ne sont plus allées à domicile, c'est les aides ménagères. Alors, c'est toute une polémique, hein, les aides ménagères. On pense que la santé mentale, c'est la première ligne, c'est le soin. Mais la santé mentale des personnes âgées, par exemple, on a vu à quel point elle dépendait aussi de ce passage
de l'aide ménagère qui venait, qui était connue, qui était une personne de confiance. Et là, tout a fermé. Le généraliste ne passait plus, l'aide ménagère ne passait plus. Il y avait encore des aides à domicile qui passaient, mais souvent qui variaient, ce qui a vraiment plongé dans la confusion des personnes âgées. Et donc, on a vu comme ça une flopée de personnes âgées qui ont commencé à présenter des tableaux pour la première fois de leur vie, de confusion, parfois de délire, et pour lesquels c'était compliqué parce que, voilà, la première réaction de médecin généraliste, par exemple, qu'on avait par téléphone, hein, c'est pas alors il faut la mettre en maison de repos. Oui, mais en maison de repos, c'est là qu'il y a le Covid, donc ne quand même pas envoyer cette personne dans la gueule du loup. Comment on peut réfléchir une prise en charge pour cette personne-là? Donc, on s'est retrouvé confronté à ce type de dilemme et à s'indigner aussi du fait que toute cette première ligne femme et en même temps à comprendre aussi parce que les aides ménagères, je discute souvent avec elles à l'hôpital, hein, donc ils sont payés 12 € de l'heure et en fonction de l'employeur, les conditions sont extrêmement différentes. Il y en a qui débarquent chez les gens, qui ne portent pas de masque, qui sont dans la même pièce qu'elles, qui n'ont absolument pas conscience des risques. Et donc pour 12 € de l'heure, est-ce que vous allez travailler chez quelqu'un qui ne va pas respecter les conditions que vous souhaitez mettre, etc. Et tout ça, c'est extrêmement variable d'un employeur à l'autre. Donc, on peut vraiment comprendre les deux situations. Même chose pour l'éducation permanente. Moi, je trouvais aussi pendant cette première vague ne plus pouvoir compter sur des structures comme l'aide à la jeunesse, l'éducation permanente, les associations milieu ouvert, tout était fermé. C'était vraiment la catastrophe. Et en même temps, voilà, il y avait des femmes qui travaillaient dans ces lieux-là, qui avaient des enfants, l'école était fermée, elles devaient s'occuper de leurs enfants. Alors voilà, on ne pouvait pas juger. Tout ce qu'on pouvait constater, en tout cas, c'est que toute la fermeture de cette première ligne provoquait vraiment des effondrements au niveau psychique chez les personnes. Bon, ce qu'on a vu dans la suite, c'est l'augmentation des mises en observation. Donc, ce sont des personnes qui arrivent à l'hôpital amenées par la police sur décision du procureur du roi parce qu'elles présentent un tableau psychiatrique avec une dangerosité pour elles ou pour d'autres et qu'elles refusent les soins. Et donc là, pendant mes gardes, je l'ai constaté aussi, nous, on a eu à Manage une augmentation de plus de 50% des mises en observation, assez rapidement. Et donc, dans d'autres hôpitaux, on a vu la même chose parce que on a contacté d'autres hôpitaux psychiatriques. Certains ont eu plus de 100% d'augmentation des mises en observation. Et donc, ce qu'on voyait arriver, en fait, c'était des personnes qui étaient déjà connues, certaines qui étaient déjà suivies, mais l'arrêt de la première ligne de soins avait provoqué des décompensations. Les gens n'avaient parfois plus accès à leurs médicaments parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Il faut savoir que si vous n'avez pas accès au CPS parce que vous n'avez pas Internet, les CPS fonctionnaient par télétravail aussi. Hein. Donc, si vous n'avez pas Internet ou si vous n'avez plus le Wi-Fi gratuit au café d'à côté, eh bien, vous n'avez plus accès à vos sous. Donc, il y a des gens qui ont arrêté leur traitement pour des raisons aussi pragmatiques que ça. Et donc, on a vu tous ces effondrements-là. Et puis, on a vu aussi des personnes qui ont décompensé vraiment pour la première fois de leur vie parce qu'elles étaient confrontées à des changements trop importants et trop graves par rapport à ce qu'elles pouvaient assumer. Et donc, maintenant, je dirais, donc, depuis le début du Covid, nos équipes mobiles n'ont pas arrêté de travailler. Alors qu'avant, on avait des flux où ça augmentait, ça diminuait. On a un travail, moi je l'ai évalué à multiplier par 3. Maintenant, on n'a pas encore toutes les données, mais je pense que vraiment, on a beaucoup, beaucoup plus de travail que d'habitude. Ça a été intéressant aussi parce qu'il a fallu lever des mises en observation plus vite, donc prendre plus de risques et accompagner les gens à domicile plus rapidement. Et on a vu aussi l'intérêt, on s'est vraiment senti utile. Et ça, c'est une chance finalement en temps de Covid, c'est de pouvoir avoir ce sentiment qu'on fait un travail utile. Mais il ne faut pas négliger toutes les failles sur lesquelles on est tombé. Et ça va être la fin de ce que je vais vous transmettre dans un premier jet comme ça. Mais c'est que je trouve qu'il y a vraiment... Donc, je travaille en équipe mobile, mais dans un hôpital. Nous sommes une dizaine de psychiatres et j'ai vraiment pu voir à quel point il y a un écart qui s'est creusé entre ces équipes qui sont des petites équipes assez souples et adaptables, comme l'hôpital de jour et l'équipe mobile, qui allaient sur place, qui prenaient des risques. Finalement, on était assez bien confrontés au risque du Covid parce qu'on bougeait tout le temps. Et puis à l'hôpital le jour, les gens rentrent chez eux, ils reviennent. Donc il y avait plus de risques objectivement qu'on soit contaminé. Mais la peur, la terreur du Covid se situait dans l'hôpital parce que c'est un lieu, l'hôpital psychiatrique, c'est un lieu vraiment communautaire où
on a vraiment le sentiment que l'épidémie peut se répandre très, très rapidement. Et donc, toute la peur était là. Et donc, il y a quelque chose qui s'est vraiment creusé comme ça, comme d'un fossé, entre mes collègues qui étaient, eux, dans leurs unités d'hospitalisation, qui étaient tout à fait fermées, repliées sur elles-mêmes, l'hôpital de jour et l'équipe mobile qui continuaient comme ça à faire des allers-retours entre les deux. Et j'ai eu le sentiment, après quelques temps, comme les réglementations étaient vraiment très dures au niveau des visites des familles, etc., qu'il y avait un retour à l'hôpital psychiatrique dans le temps. Que c'est comme si on retournait à des unités fermées, des unités, un côté un petit peu asilaire, et qui était comme ça mis en, comment dire, mis vraiment en opposition avec le côté plus souple des hôpitaux de jour et des équipes mobiles. Et je pense que ce n'est pas une bonne fracture parce que les hôpitaux sont nécessaires, les équipes mobiles aussi, mais on se rend compte à quel point tout ça repose sur un niveau plus haut, évidemment, qui est l'absence d'implication du gouvernement, et notamment au niveau des hôpitaux psychiatriques. Donc, au niveau régional, il faut savoir que le gouvernement a pris rapidement des mesures quand même, a augmenté toute une série de services. Par exemple, les services de plan social, etc., ont rapidement été augmentés. Mais l'hôpital psychiatrique, c'est vraiment comme dans Harry Potter, hein, vous avez le quai Poudlard, là, le 9-3/4, eh bien, l'hôpital psychiatrique, il est coincé entre la 6e et la 7e réforme de l'État. Il est encore fédéral, il n'est pas encore régional. On pense que peut-être un jour il sera régional, mais entre les deux, il est dans cette espèce de quai incertain où il s'est retrouvé complètement largué. Nous n'avons reçu aucun masque conforme. Depuis tous ces mois, nous n'avons reçu aucun masque conforme de l'État. Les seuls qui nous ont été fournis, c'est par Médecine pour le Peuple, qui est une maison médicale du PTB. Ce sont les seuls masques conformes que nous ayons reçus à l'hôpital. Et dans tout ça, je trouve que les équipes mobiles aussi, et les équipes mobiles pour enfants le disent aussi, se sont sentis, qui dépendent du fédéral, se sont sentis tout à fait abandonnés. Et c'est là qu'en fait, on voit que les différents niveaux de pouvoir et le fait que la médecine soit aussi éclatée entre les différents niveaux de pouvoir en Belgique crée vraiment des grosses difficultés d'articulation. Là où chacun fait vraiment son travail de son mieux, c'est extrêmement difficile d'articuler un système de soins qui repose sur autant d'instances différentes. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudra travailler dans la suite. Merci beaucoup Frédéric pour ton intervention qui ouvre déjà beaucoup de choses. Je pense notamment, on pourra peut-être revenir dans la discussion, si vous le voulez ce soir, sur aussi comment est-ce que l'organisation, au-delà de la complexité, en plus de la complexité institutionnelle en Belgique et des différents niveaux de pouvoir, il y a aussi la volonté politique qui se cache derrière la façon dont sont organisés les soins, c'est-à-dire est-ce qu'on va dans le sens d'une volonté de rationaliser, standardiser. Il y a aussi ces qualificatifs-là qui sont derrière l'organisation des soins et dont on pourra peut-être discuter. Est-ce qu'il faut tout calculer? Est-ce qu'il faut que chaque lit soit efficace, rentable? Voilà, ce sont aussi des questions qui nous traversent. Et c'est aussi, je trouve que ton intervention, elle ouvre bien la question, on a été quand même traversé de cette fameuse question des secteurs essentiels, des secteurs non essentiels. Bien sûr, ça dépend à partir d'où on se pose cette question. Hein. Essentiel à quoi au final, hein? Quand est-ce que le gouvernement pose cette question? Est-ce qu'il parle de ce qui est essentiel à la vie des personnes, à nos liens, ou est-ce que ce qui est essentiel au fait que les entreprises continuent de tourner et qu'on puisse continuer à faire du profit, ou en tout cas surtout une petite partie de la population puisse continuer à faire du profit. Donc, dans l'arrêt quelque part de tous les services, de certains services, on voit apparaître leur utilité quelque part et leur fonction essentielle dans la société. Et c'est peut-être ça aussi qu'on doit pouvoir mettre en avant dans cette crise, hein, puisque toute crise permet de changer de cap. Et si on veut changer de cap, on peut aussi prendre des éléments de ce qui se passe actuellement pour savoir vers où on veut aller.
Un tout grand merci encore, Frédéric. On reviendra vers toi après les autres interventions. Isabelle, si tu veux bien prendre la main. Avec plaisir. Eh bien, je pense que je vais pouvoir faire le lien quand même avec tout ce qui vient d'être dit. Donc, pour introduire cette présentation ici, moi, j'ai eu envie plutôt de vous parler de l'expérience de psychologue au CEHU Saint-Pierre, surtout pendant la première vague, plutôt que de ma pratique en privé. Donc, il faut savoir qu'à Saint-Pierre, moi, je travaille dans un centre de dépistage HIV et maladies sexuellement transmissibles. Et lorsque le plan d'urgence hospitalier a été déclaré, donc grosse réorganisation dans l'hôpital, toutes les consultations ferment, et donc beaucoup de psychologues se retrouvent finalement, on va dire, sans boulot. Sauf que très rapidement, la responsable de psychologues, en accord avec la direction, ont décidé de eh bien, peut-être quand même de rendre la profession des psychologues, de faire de cette profession une profession essentielle, justement. On est en train de parler de ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas, et donc de nous permettre d'aller travailler avec les soignants, et donc d'intégrer les équipes des soignants dans les salles Covid. Alors, ce n'était pas pour travailler avec les patients, a priori, ça l'est devenu par la suite, mais au départ, c'était vraiment pour travailler auprès des soignants, des équipes soignantes, pour les accompagner pendant cette crise qui était assez inédite. Et donc, en fait, moi, après 2 semaines, j'ai intégré une équipe reconstituée. Donc, il y a une équipe de base, plus presque le double de staff d'infirmières, d'infirmières qui viennent de différents horizons dans l'hôpital et qui sont un petit peu catapultés comme ça du jour au lendemain dans une équipe Covid avec tout le stress que ça pouvait impliquer, et moi aussi. Donc, j'ai envie de revenir là-dessus parce que c'est quand même une expérience particulière qui pouvait me donner un aperçu depuis l'intérieur des conditions de travail. J'étais à la fois dans les équipes, mais à la fois dehors. J'étais là pour essayer d'accueillir la parole ou de lui laisser une place, ce qui n'est pas évident pendant tout ce temps de crise où les gens sont quand même assez stressés face à l'inconnu. Et donc, est-ce qu'on a vraiment le temps de prendre la parole? Il fallait le trouver ou lui permettre ce temps pour la parole. Et donc aussi, à la fois vivre les expériences avec les soignants, mais les traduire aussi ou les reformuler. Donc, peut-être que ce que j'aurais envie de dire pour les débuts de cette première vague, c'est qu'on a quand même, et je crois tout le monde, pas seulement à l'hôpital, mais connu un effet de surprise avec quelque part, au départ, même s'il y avait de la peur, il y avait un petit peu d'excitation, qu'est-ce qui va se passer, on ne comprend pas très bien ce dans quoi on est ou ce vers quoi on va, combien de temps ça va durer. Tout est réorganisé. Et très rapidement, ça a généré chez des collègues, des soignantes et des soignants, des sentiments d'incompréhension, de ne pas être entendu, de ne pas être protégé parce que pas suffisamment de matériel, ça on l'a pas mal entendu quand même, mais des sentiments aussi de dévalorisation, parce que certaines infirmières qui ne travaillaient plus, par exemple, dans des salles d'hospitalisation depuis 15 ans, se retrouvent tout à coup dans une équipe où elles doivent aller prodiguer des soins alors qu'elles étaient en consultation, par exemple. Des infirmières qui ne connaissent plus le nouveau matériel et qui se sentent aussi parfois incompétentes. Donc, comment est-ce que toutes ces personnes ont pu travailler ensemble pour se redonner confiance et pour pouvoir aller ensemble de l'avant, faire face à cette épidémie? Donc, je pense qu'il y a vraiment eu des sentiments d'impuissance qui ont été exprimés, des sentiments de perte de contrôle. Et je trouvais aussi quelque chose qui était vraiment interpellant, c'était la perte du sens de son métier. Tellement les personnes m'ont dit régulièrement se sentir être des pions, donc, déplacés d'un service à l'autre du jour au lendemain, sans tenir compte de leur spécificité.
une infirmière en pédiatrie qui se retrouve à travailler avec un public adulte, elle me disait, moi j'ai complètement oublié tout ça, je ne sais pas travailler avec les adultes. Donc, on n'a pas tenu compte finalement des qualités, des spécificités des soignants. Ajoutons à cela un sentiment de peur, quand même, la peur d'être contaminé, la peur de contaminer ses proches surtout, la peur aussi qu'on génère chez les autres. Donc, j'avais, pour l'anecdote, une infirmière qui un jour m'explique qu'elle se fait arrêter par la police en voiture en venant au travail et qu'en cherchant son attestation pour pouvoir dire qu'elle travaillait bien à l'hôpital, elle dit au policier ben oui, mais je travaille à l'hôpital. Et donc, en rigolant, elle me dit, le policier fait 2 pas de recul en lui disant mais madame, vous êtes dangereuse, circulez. Donc, si à la fois la veille, elle était applaudie à 20h, le lendemain, quand elle doit aller au travail, elle est vue comme une pestiférée. Hein. Donc, il y a vraiment cette ambivalence, ce paradoxe entre le fait que les soignants aient été héroïsés quelque part et d'un autre côté, ils soient pestiférés. Toute cette réorganisation dans l'hôpital, ces réorganisations dans les équipes, ça a amené progressivement, au fil des semaines, une modification dans la structure des soins. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu percevoir, où on avait un petit peu moins ce pouvoir sur l'autre, et plus de pouvoir du dedans, en référence à Starhawk, où on a vu une solidarité dans les équipes, plus de transdisciplinarité. Une kiné pouvait faire un travail d'aide-soignante. Enfin, il n'y avait plus que des blouses blanches. Il n'y avait plus vraiment de différence, j'ai presque envie de dire, de classe au sein de l'hôpital. Donc, je trouvais que si c'était un bouleversement mêlé d'énormément de sentiments qui pouvaient générer beaucoup d'anxiété, on a vu aussi une solidarité. Certaines infirmières me dire « je retrouve du plaisir à travailler » parce qu'en fait, elles avaient plus de temps avec les patients. Elles étaient, on va dire, surstaffées. Moi, j'ai envie de dire qu'elles étaient staffées correctement. Et donc, toute cette crise a montré que quelque chose pouvait fonctionner, mais ça a montré que le système de soins de santé aujourd'hui craque de partout, et peut-être parce qu'il est à ce point hiérarchisé. On a vraiment un système presque militaire, quoi, avec il y a celles qui donnent des ordres et celles qui les exécutent. Quoi. À un moment donné, ça ne va plus, ça, dans un hôpital. À un moment donné, et dans n'importe quelle institution, les personnes sont aliénées. Et ce que je trouvais vraiment intéressant ici, c'est qu'on a pu voir quand même des personnes travailler sur un même niveau. Alors, je ne suis pas non plus idéaliste. Hein. Je veux dire, ce n'était pas comme ça tout le temps. Il y avait quand même encore des clivages. Hein. C'est quand même les infirmières qui allaient en chambre et les médecins y allaient beaucoup moins. Je ne veux pas dire qu'ils restaient dans leur bureau, ils y allaient beaucoup moins, notamment parce qu'ils étaient en moins grand nombre et qu'il ne fallait pas qu'ils soient malades. Donc, ça pose quand même des questions au niveau du fonctionnement du système de nouveau hiérarchisé de l'hôpital. Pardon, je fais des petites notes, donc je les relis en même temps. Voilà, et donc comme le sujet ici c'est la santé mentale au temps du capitalisme viral, moi je me suis intéressée ici à la santé mentale des soignants et je me suis demandé dans quelle mesure toutes les politiques publiques et institutionnelles n'ont pas pour conséquence d'amener les soignants dans des états d'épuisement comme on le connaît aujourd'hui. Cette deuxième vague, elle est vraiment terrible parce qu'il y a beaucoup moins d'effectifs, il y a beaucoup plus de malades et les gens ont commencé la deuxième vague épuisés psychiquement, surtout psychiquement. Les difficultés rencontrées par les soignantes et les soignants face à l'échec, face au sentiment d'échouer et de ne pas pouvoir soigner comme il et elle le voudraient, ça révèle l'impuissance des soignantes et des soignants, l'impuissance des médecins face aux maladies qu'on ne connaît pas. Ça génère des sentiments de culpabilité
Et j'ai presque envie de dire aussi que les soignantes et les soignants sont dans ce système, dans cette organisation de l'institution, sont rendus complices de dysfonctionnements et de mauvais soins, entre guillemets. Je ne pense vraiment pas que les gens soignent mal, hein. Je pense qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir soigner comme ils le voudraient. Et donc, ils sont rendus quelque part complices, ils sont obligés de fonctionner comme on a fonctionné jusqu'ici, sauf qu'en temps de crise, ça craque, comme je le disais là tout de suite. Donc, maintenant, on est à la deuxième vague. On n'a pas tiré beaucoup de leçons. Le politique, alors, je n'ai pas envie de faire des généralités en disant le politique. Ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même entendu des choses qui m'ont choquée. Et donc, quand aujourd'hui on propose à des personnes non qualifiées de venir faire le travail des infirmiers ou des infirmières, ça me choque, en sachant qu'il y a des personnes qui sont qualifiées, mais qui n'ont pas de statut légal pour pouvoir travailler. Donc là, j'ai envie de poser la question de où sont les priorités? Qu'est-ce qu'on nous fait passer comme message, en fait? Évidemment. Et donc, cette discordance politique, ça peut amener vraiment à des sentiments d'incompréhension et de difficulté à accepter les nouvelles règles. Autre exemple, le Premier ministre, lors d'une dernière conférence de presse, a dit à un moment donné qu'il fallait se protéger des autres. Et là, je me suis dit, mais quelle communication! L'autre est devenu un danger. Ça traduit vraiment une vision politique sécuritaire, voire culpabilisante, où nous devons nous mettre à l'abri de l'autre. L'autre est devenu menaçant, potentiellement à risque. L'autre est non respectueux. Et donc, on voit tout de suite que ça peut mener à des stigmatisations de population, la criminalisation de certaines personnes, de certains groupes de personnes. Et ça, on l'a déjà connu avec l'épidémie du VIH. Enfin bon, c'est aussi mon boulot, donc je fais le parallèle entre les deux épidémies. Mais donc, on est finalement en train de refaire peut-être les mêmes erreurs en misant tout sur le biologique, en négligeant le social, l'humain, les relations sociales aujourd'hui. On mène des politiques où peut-être que pour répondre à la crise sanitaire, on va dire qu'on est tous dans le même bateau, sauf que non, on n'est pas tous dans le même bateau. Certains ont des particularités. Les politiques menées ne tiennent peut-être pas compte alors des minorités, des personnes marginalisées. Et là, j'aurais juste envie de citer, parce que je vais conclure quand même, un article paru sur le site Barbiturix, dont, pardon, je ne sais plus le nom de la personne qui l'a écrit, mais ça s'intitule « Le soir, c'est l'exploitation des plus précaires qu'on applaudit ». Et je pense que ça m'a vraiment touché ce titre, parce que finalement, au bout de ces 2-3 mois de première vague, les applaudissements, je commençais vraiment à être écœurée par ces applaudissements. Au début, j'applaudissais aussi. Donc, à un moment donné, ça devenait un non-sens et du non-respect. Bon, je pense que je ne vais pas prendre plus la parole que ça et peut-être qu'on pourrait revenir par la suite s'il y a encore des questions, parce que voilà, sinon je vois qu'il est l'heure et que sinon je vais m'étaler. Donc, je vais m'arrêter là. Merci.
Merci beaucoup Isabelle pour ton intervention qui réouvre encore d'autres éléments. Tu parlais de minorités, on pourrait parler plus largement d'inégalités dans la société qui s'exprime aussi à travers qui est exploité au travail pour faire face à cette situation, qui est exploité dans la situation de façon plus générale. Il est peut-être aussi important de enfin voilà, c'est plus un secret. Le sous-financement du secteur de la santé est une réalité qui précédait la crise du Covid. Hein. C'est important d'articuler en fait ce qui se passe maintenant avec un historique, hein, parce que sinon on a l'impression qu'il y a la crise du Covid et on ne comprend pas très bien pourquoi il y a une crise économique dans laquelle on est tout à fait plongé, en fait précipité, puisque les crises économiques, quelque part, elles font partie de l'histoire du capitalisme et on est en train d'en manger une sacrée. Donc ça se ressent aussi dans le sous-financement. Quand je t'entendais parler, je pensais aussi aux conditions de travail, là où tu expliques que dans toute cette situation, il y a dans ce qu'on traverse, il y a aussi des situations parfois un peu contradictoires où on voit là le témoignage d'infirmières qui disent « mais en fait, j'ai retrouvé du sens dans mon métier parce que je peux parler avec mes patients ». Généralement, c'est des situations qui sont permises aussi parce que du coup, il y a comment dire, il y a, les services reçoivent moins de personnes, ou reçoivent un nombre limité de personnes, quelque part. Donc, ça visibilise que les situations en interne sont peut-être plus, de façon contradictoire, plus viables. Ça ne visibilise pas ce qui est invivable dans ce qui est rejeté en dehors du service. Hein, donc, il y a ce contraste-là. Mais par ailleurs, par exemple, la situation des infirmières dans les questions le burn-out, c'est quand même quelque chose qui a été conceptualisé à partir de la situation d'infirmières sur leur lieu de travail qui ne trouvent plus de sens à leur métier, qui doivent rendre compte de chaque acte morcelé qu'elles fournissent sur leur lieu de travail et voilà, où on retrouve des répercussions en termes de burn-out, mais aussi en termes de suicide liés aux conditions de travail assez importantes. Et donc, je trouve que ton intervention, elle permet aussi de mettre en lien ce qu'on traverse actuellement, mais ce qui était déjà là avant et ce qui est exacerbé actuellement. Tu fais aussi le lien entre le fait qu'il y ait plus de collaboration entre soignantes et soignants de différentes comment dire, expertise, c'est pas le bon terme, c'est certainement pas le bon terme ce soir, mais différentes de professions, disons. Ça me fait penser aussi au lien que Frédéric faisait entre le travail voilà, d'une psychiatre qui reconnaît et voit la fonction sociale des aides à domicile, des aides ménagères. À l'hôpital, il y a toute une pluralité de fonctions. Hein. On pense aux infirmières, aux médecins, mais il y a aussi les aides-soignantes, les personnes qui sont responsables de l'entretien des lieux. Donc voilà, peut-être que cette situation, elle permet aussi entre les travailleurs et les travailleuses de partager un peu plus comment dire, le fait que comment dire, leur implication commune dans la situation actuelle. Et peut-être qu'on pourra en parler dans les questions-réponses, mais il y a quand même tout un mouvement de soignants autour de la santé en lutte qui s'est mis en place en fait avant la crise du Covid, bien avant, je pense même 1 an avant. Donc c'est bien c'est bien l'expression que quelque chose cloche depuis un sacré bout de temps. Voilà, on pourra peut-être en parler plus longuement après. Et peut-être voilà, tu invitais les personnes aussi à peut-être te relancer sur le service qui a fermé, hein, Elisa, ou fermé, ou peut-être fonctionné à minima. Ce serait intéressant de voir aussi, tiens, vu qu'il y a des liens à faire entre la pandémie du VIH, la pandémie du Covid, quels enseignements mutuels, mais aussi c'est quand même interpellant de savoir que
le centre a dû fonctionner à minima ou fermer totalement, donc voir qu'est-ce qu'il en est des personnes qui doivent se faire dépister pour le VIH. Siane, à ton tour. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Super. Alors, je vous avoue que j'ai eu un moment de doute en entendant le début du propos de Frédéric et même d'Isabelle, où je me dis, mince, je ne vais pas parler du Covid, mon intervention va être complètement décalée. Et puis, au fil de l'écoute, je me suis rendu compte que non, ça avait vachement de sens et que c'était sans doute aussi pour ça que j'avais été invitée à participer à ce moment ce soir. Alors, j'ai oublié de préciser pendant ma présentation tout à l'heure que je travaille dans un service de santé mentale en ambulatoire à Bruxelles, donc un service qui s'appelle Ulysse et qui est spécialisé dans l'accompagnement psychologique de personnes en précarité de séjour. Alors, je vais démarrer mon fil et vous allez voir que ça va se raccrocher au reste de manière assez flagrante à un moment donné. Pour que ce soit peut-être plus précis pour tout le monde, je vais quand même préciser ce qu'on entend par précarité de séjour, les personnes en précarité de séjour. Donc, il s'agit de toutes les personnes qui sont prises avec une procédure, une demande de régularisation, une attente d'obtenir un droit à poursuivre une vie, à reprendre une vie ici, parmi un groupe de personnes, d'intégrer la population globale et de partager les mêmes droits. Alors, vous avez là-dedans toutes les personnes aux prises avec la demande d'asile, dont on parle beaucoup depuis quelques années. Vous avez également toutes les personnes qui sont en attente d'une régularisation pour raison humanitaire, on appelle ça un 9 bis, ou les personnes en demande de régularisation pour raison médicale. Donc ça, c'est la procédure du 9 ter. Et puis évidemment, dans les personnes qu'on reçoit dans le service de santé mentale où je travaille, il y a toutes les personnes qui se retrouvent hors procédure, donc celles qu'on appelle les sans-papiers, les personnes qui en fait se retrouvent hors de ce champ commun suite à une décision négative par rapport à leur demande de droit de séjour, donc de droit, de reconnaissance d'un droit à vivre une vie dans des conditions dignes ou du moins partagées avec le reste de la population. Pour faire le tableau quand même global, je vais préciser que quelles que soient les raisons qui poussent les personnes à prendre la route, à quitter le pays de départ, quelles que soient les conditions dans lesquelles se produisent ces départs, quelles que soient également les conditions dans lesquelles se produisent la trajectoire. Donc, vous voyez, je fais un zoom vraiment très, très large parce que les situations peuvent être très variées. Toutes ont affaire à une même expérience qui est celle de la violence organisée et instituée à leur arrivée en Europe et en Belgique. Alors, une violence qui est instituée, qui est organisée, qui découle de politiques migratoires qui, depuis quelques décennies, ont construit le problème politique de l'immigration. Et donc, de ces politiques migratoires, comment dire, en quelques mots, elles sont caractérisées par la suspicion permanente à l'endroit de ces personnes, par une mise en doute permanente aussi de leurs paroles, de leurs récits, de leurs histoires singulières, mais aussi de leurs histoires collectives. Évidemment, tout ça passe aussi par ça, cette violence. Ce sont, si on pointe un dénominateur commun, des personnes à qui on refuse les droits politiques que partage le reste de la communauté, le reste de la population ici. Et de là, évidemment, toute une série d'effets du côté de l'exclusion, de conditions de vie quotidienne extrêmement difficiles et d'exploitation. Évidemment, ça va toujours de pair, la part de droit avec l'exploitation. Alors, j'allais aussi dire que depuis 10 ans que je travaille dans ce champ spécifique et avec ces personnes, je me dis toujours qu'on a affaire à un régime politique à part, une sorte de régime politique d'exception dans la mesure où elles ne partagent pas les droits, on leur refuse les mêmes droits qu'aux autres. Un régime politique à part qu'on peut qualifier de plein de manières, je ne vais pas être exhaustive, mais c'est un régime qui est caractérisé par exemple par une spatialité autre. Elles ne peuvent pas fréquenter exactement les mêmes lieux. Elles passent par toute une série de couloirs d'exil, comme dit notamment Michel Agier. Entendez par là tous les camps qui sont construits à l'extérieur des frontières européennes et à l'intérieur du continent européen et que Migre Europe recense régulièrement. C'est très édifiant.
mais disons de manière un petit peu générale, que ce soit dans des politiques de mise en scène qui vont survisibiliser la présence des étrangers sur le territoire. Tout comme le revers de la même médaille quand il s'agit d'invisibilisation, de ghettoisation, de mise à l'écart un peu au banc de la société où on va invisibiliser toute cette partie de la population. C'est toujours la même logique qui est à l'œuvre. Et en termes de temporalité aussi, et c'est là que vous allez voir que je vais raccrocher le wagon avec l'actualité. En termes de temporalité, cette violence à laquelle les personnes ont à faire face, qui est organisée, produit un sentiment d'insécurité permanent et un rapport au temps qui va complètement être explosé. C'est-à-dire que, fondamentalement, on pourrait dire, quand une personne est en attente de ce papier qui va dire de cette décision administrative qui veut dire que vous avez le droit de vivre ici, on leur refuse en fait tout horizon. Vous ne pouvez plus vous projeter dans l'avenir. L'avenir est non seulement incertain, mais en fait, on vient sans cesse vous dire que, a priori, il risque de ne pas avoir lieu, ou que c'est très embêtant que vous soyez ici, qu'il n'y a pas de place pour vous, ou dans tous les cas, que ce n'est pas sûr que vous puissiez rester, que vous allez peut-être devoir repartir. J'entends là un petit peu l'écho avec ce que tout le monde traverse en ce moment, hein, ce sentiment d'insécurité permanente, on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. On est un petit peu dans cet éternel jour sans fin, ce présent qui se répète, où on attend de voir, voilà, à partir de quand est-ce qu'on va pouvoir à nouveau se projeter dans un avenir proche, à moyen terme. Et on se rend compte tous, l'ensemble de la population, à quel point c'est déterminant hein, en termes de solidité, à quel point c'est déterminant pour ne pas s'effondrer, hein, d'avoir la possibilité un petit peu de se projeter dans l'avenir. Puis pareil, tout ce qui relève aussi des injonctions paradoxales. Vous parliez, hein, Isabelle, Frédéric, de tous les paradoxes actuellement auxquels on a tous à faire face et les soignants en premier. Bon, les parallèles peuvent être encore multiples. Hein. En termes d'accès aux soins, c'est aussi intéressant de partir comme ça de cette marge qui serait de dire que l'accès aux soins, en tout cas pour ce public, est quand même très complexe, très complexifié. Il passe toujours par un intermédiaire, donc il faut toujours l'autorisation d'une instance tierce pour que vous puissiez aller avoir accès à des soins, donc que ce soit quand vous êtes sans papier avec l'aide médicale urgente via le CPS, que ce soit quand vous êtes en demande d'asile via les instances donc de fait d'asile, cette instance fédérale qui gère la question des demandeurs d'asile sur le territoire de leur quotidien. Donc, il faut absolument que ça passe par un tiers qui va vous autoriser à les consulter. Là, je pourrais vous donner plein d'anecdotes sur à quel point l'accès réel et effectif aux soins est entravé de 1000 manières au quotidien. Hein. C'est un peu la croix et la bannière pour réussir à arriver à consulter, que ce soit un médecin somaticien et a fortiori un psychologue. Ce qui est intéressant, je crois, ce serait qu'on fasse un parallèle avec la crise que tout le monde connaît, la crise des réfugiés de 2015 et la crise actuelle qu'on vit tous un petit peu. Déjà au moment de cette fameuse crise de 2015, on avait tendance, ceux qui travaillions déjà dans ce secteur depuis un moment et qui analysions un petit peu le tableau global, on avait tendance à dire qu'il n'y avait pas du tout de crise et que là, ce que l'on vivait, ça n'était ni plus ni moins que les conséquences logiques et prévisibles de choix politiques déterminés. Il n'y avait rien ni de surprenant, ni d'inattendu. Et puis, même en termes de nombre, il n'y avait pas du tout de crise. Vous regardez les sources les plus officielles possibles. En 2015, on décompte, là je vous donne les chiffres de l'UNHCR, on décomptait 1,5 million d'arrivées sur le continent européen, donc on est, je ne sais plus, 550 millions, 600 millions, ce qui était l'équivalent de ce que un pays comme le Liban, de 4,5 millions d'habitants, accueillait sur son territoire. Donc il faut remettre un petit peu les choses en perspective en termes de crise, même de chiffres. 2 ans plus tard, les chiffres sont de... Attendez, oui, je crois que c'est ça, hein, c'est hallucinant. En 2017, on compte 200 000 entrées sur le territoire. Est-ce que vous avez vu un infléchissement dans les discours politiques, sociaux, médiatiques? Pas du tout, hein, c'est toujours la même invasion que l'on pointe du doigt. Et là, en 2020, les chiffres officiels, c'est moins de 80 000 entrées sur le territoire. Voilà. Alors, de quelle crise est-ce qu'il s'agit quand on parle de crise? Je disais donc que ce sont à chaque fois, nous on le constate bien, hein, les conséquences logiques et prévisibles
de choix politiques déterminés qui vont créer, organiser structurellement non seulement la pénurie, les dysfonctionnements, les insuffisances, qui vont créer des dispositifs soi-disant pour pallier à des problèmes qu'on voit bien, hein, tout à fait relatifs, hein, le nombre d'arrivées de 2015 est parlant, et qui d'ailleurs très souvent vont en fait faire partie du problème, le dispositif qui va être mis en place. En somme, ce sont des politiques qui vont à chaque fois créer la misère et sa gestion précaire. C'est formidable. Hein. Mais donc, comme on crée, par exemple, si on prend l'exemple des dispositifs qui sont toujours insuffisants ou qui fonctionnent en flux tendu, là, on peut faire le parallèle avec les soins de santé aujourd'hui, puisque effectivement, la santé en lutte n'arrête pas de dénoncer déjà depuis un moment et qui apparaît dans sous une lumière crue à l'ensemble de la population maintenant, c'est que ça ne va pas, qu'on fonctionne en flux tendu sans cesse. Donc, dès lors qu'il se passe quelque chose, d'un temps soit peu imprévu, même quand on reconnaît la dimension imprévue de la donne, il y a une situation de débordement. Et alors, on voit que toute l'attention est portée sur ce qui fait débordement. C'est le débordement qui devient le problème, pas l'origine structurelle de cette organisation voilà, institutionnelle, sociétale, politique, sociale. Si je devais conclure un petit peu, c'est que moi, il me semble que ce champ clinique dans lequel je travaille, c'est un peu c'est la clinique du politique, sous sa forme la plus manifeste possible, parce qu'on voit justement combien d'être assigné à une place dans un ordre social déterminé, à une place qui, en fait, à la croisée de toute une série d'oppressions, produit une extrême souffrance et va même jusqu'à, chez beaucoup de personnes, produire le développement de certains troubles, de pathologies, et tout ça de manière réactionnelle, consécutive à un vécu, et un vécu qui découle de votre condition. Et c'est là, justement, qu'on voit la dimension la plus parlante de cette mise à nu, hein, de conditions politiques que l'on a. Pour conclure, je crois que moi, je trouverais intéressant d'entendre aussi mes collègues parler de ça ce soir. C'est un petit peu le rôle et la place à laquelle on nous assigne, parce que ça, c'est, en tout cas dans le champ clinique dans lequel je travaille, c'est extrêmement manifeste, qui est cette place un petit peu de béquille. Il faudrait plus de psy. Alors, j'entends bien que je vais pointer une contradiction, hein, parce que je suis tout à fait d'accord aussi sur la dénonciation des manques dans les services. Mais il y a quand même cette idéologie de plus en plus courante et qui concerne maintenant l'ensemble de la population qu'il faudrait des psys et que ce serait ça un petit peu la solution au problème. Et alors, dans notre champ, c'est bien manifeste. Hein. On voit bien qu'on nous propose de nous attaquer aux symptômes et pas du tout à l'origine du problème. Il ne faudrait surtout pas qu'on questionne ce que sont les causes, mais qu'on intervienne tous au moment, à l'endroit où le symptôme émerge, et qu'il y ait tout un bataillon de psy et de psychologisation de problèmes qui sont fondamentalement sociaux et politiques et desquels on est pris à témoin et on est coincé dans cette fonction où on nous demande de faire la béquille pour que les personnes ne s'effondrent pas face à un système politique extrêmement violent. Voilà, n'en soyons pas dupes. Merci beaucoup, Siane, pour ton intervention. Donc, c'est vrai que c'était particulièrement important de t'entendre ce soir, puisque, comme tu le dis, en tout cas, moi, je ne sais plus où j'avais entendu cette... je me demande si c'est pas en supervision, une personne qui m'encadrait dans mon travail à moi, qui me disait, mais en fond, travailler avec des personnes qui n'ont pas de statut de séjour, qui subissent à ce point la violence du système de façon la plus crue, c'est une clinique, un travail qui oblige à l'acte, qui oblige à l'engagement. Et c'est en ça aussi que je trouve que cette clinique-là, ce travail-là, est source d'enseignement pour tout le travail clinique. C'est-à-dire, elle révèle la dimension politique par obligation. Hein, ce n'est pas possible d'accueillir une personne sans statut de séjour régulier en Belgique sans en savoir un peu sur c'est quoi cette affaire. Comment est-ce que c'est possible d'être dans un monde dans lequel des personnes n'auraient pas de statut de droit de cité. Et donc, ce n'est pas possible d'évacuer la dimension politique du travail clinique. Et
de la même façon que des fonctionnements différents dans la société ou plus minoritaires dans la société enseignent sur la façon dont peut-être la majorité fonctionne. Je vais faire un parallèle, voilà. Je vais faire un parallèle, on va analyser plus tard, mais de la même façon, je trouve, la clinique de l'exil, comme on dit, enseigne sur la dimension politique de tout le travail des cliniciens et des cliniciennes. Et bon, il y a beaucoup de liens à faire. Je ne sais pas si déjà vous avez envie de rebondir, Frédéric, Isabelle, peut-être dans un premier temps, sinon on passe directement à quelques questions. Il y a juste un lien que je peux faire par rapport à ce que disait Sian sur voilà, la situation des personnes qu'elle accompagne. Je trouve que il y a, comment dire, cette position comme ça de se retrouver soudainement en position de mauvais objet, en position d'exclusion. On l'a entendu hein, chez certaines personnes. Je me souviens d'un groupe que j'ai animé entre les 2 confinements où une enseignante racontait que sa fille avait été positive au Covid pendant la première vague. Et donc, elle avait prévenu l'école que sa fille était positive. Et elle décrivait tout le processus de stigmatisation et d'exclusion, les insultes qu'elle avait reçues d'autres parents, la violence comme ça à laquelle elle s'est confrontée et qu'elle n'avait jamais vécue. Jamais. Et je trouve qu'il y a comme ça, tout d'un coup, comme ça, des similitudes de vécu. Et qu'en même temps, rien dans le discours des médias, dans les discours même voilà, des journaux, etc., ne nous amène à essayer d'élaborer un peu en quoi cette expérience d'une épidémie, hein, des catastrophes, il y en a une par siècle, avec un peu de chance, il n'y en a qu'une par siècle, je vais dire. Rien je trouve qu'il y a très peu comme ça maintenant de rituels qui nous permettent voilà, de comparer nos expériences, de les rapprocher, enfin, comme on le fait maintenant, entre voilà, mes patients, les infirmières dans un hôpital à Saint-Pierre, les demandeurs d'asile, voilà, ce serait tellement l'occasion justement de montrer en quoi ce sont des expériences humaines qui nécessitent de surpasser, de surmonter les clivages. Et en même temps, tout ce qu'on entend montre à quel point ça ancré. Et je trouve que c'est ça vraiment toute la difficulté de cette crise, c'est d'essayer de sortir comme ça de ces processus de clivage qui se produisent comme ça dans la société. Merci Frédéric. Isabelle, tu veux... Oui, je viens peut-être réagir à ce que Sian disait par rapport au fait que les psys soient un peu une béquille. Enfin, en tout cas, ça résonne tout à fait avec l'expérience vécue à Saint-Pierre quand même, parce que entre les 2 vagues, les consultations ont réouvert, les psys sont retournés dans leurs consultations. Deuxième vague, hop, on est de nouveau plus ou moins redéployés, mais là, les consultations ne sont pas fermées, donc on ne sait pas très bien comment faire. Bon, on va plic-ploc dans les salles. Première réaction des soignants que j'ai eue, c'était ouais, c'est bien beau d'avoir des psys, mais en fait, est-ce que ce n'est pas une manière pour la direction de se dédouaner, hein, parce que quand il n'y a pas de crise, vous n'êtes pas là. Il n'y a pas d'espace pour la parole en dehors de la crise. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait remonter à la direction. Hein. Comment est-ce qu'on va permettre aux soignants de pouvoir déposer ce qu'ils vivent en dehors d'un temps de crise, quoi. Donc, effectivement, enfin, question d'être la béquille me parle assez fort par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà. Merci Isabelle. Oui, Siane, je ne sais pas si tu veux rebondir directement, mais par rapport à cette question de béquille aussi, c'est peut-être quelque chose sur lequel, enfin, en tout cas, tu nous l'invites, hein, on a à se positionner par rapport à ça en tant que soignant, c'est-à-dire de refuser
d'être cette béquille, hein, schématiquement, dans l'histoire de la psychologie. Il existe une clinique, une psychologie néolibérale qui fait le lit en fait, du système tel qu'il fonctionne, où les psychologues acceptent hein, d'être les béquilles, oui, voilà, les béquilles, mais dans le sens, acceptent d'être. C'est là que la dimension politique du travail est là. Est-ce qu'on est les béquilles pour participer au monde tel qu'il fonctionne? Est-ce qu'on est là, le petit pansement, le petit sparadrap qui va tout juste permettre de retourner au travail quand les conditions de travail ne permettent pas autre chose que de lâcher à certains moments? Voilà, quelque part, on fait un travail au quotidien d'accompagnement. Et dans quel espace est-ce qu'on porte une parole politique collective? Peut-être que, moi en tout cas, c'est une première question que j'aimerais vous renvoyer. Qu'est-ce que vous pensez de la nécessité, vous, à partir de votre travail, de la création de la participation à des espaces d'action politique? Est-ce que ça vous semble nécessaire de défendre des revendications au sein de vos services ou en dehors de vos services? Est-ce que vous avez eu déjà l'expérience qui allait dans ce sens? Est-ce que l'une d'entre vous a envie de rebondir là-dessus? Bah, moi, je veux bien dire un petit mot pour répondre à ta question par rapport à l'implication dans le collectif La Santé en lutte. En fait, ce que je trouve important, c'est que si ce collectif, c'est étonnant que ce collectif ait du succès quand on sait que les infirmières se syndiquent peu. Donc, c'est qu'ils trouvent autre chose déjà dans ce collectif. C'est qu'il y a une autre réponse que celle des syndicats. Alors, je ne sais pas laquelle, pas d'analyse là-dessus. Maintenant, pendant cette crise, ça a permis quelque part à un moment donné d'avoir un lieu où les personnes pouvaient justement s'exprimer, être comprises, sortir les émotions en fait que personne ne voulait entendre. Donc je pense que le fait d'avoir pu être regroupés ensemble pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir faire part de sa colère, ben, ça a eu des conséquences qu'on connaît. Il y a eu, ça a permis cette action à Saint-Pierre avec cette haie de déshonneur qui a quand même fait réfléchir un petit peu les politiques et les nouvelles mesures qui allaient être mises en place à ce moment-là. Donc je pense que ça a eu un effet. Donc là, on est en temps de crise. Maintenant, comment est-ce que ça se passait avant? Voilà, les gens étaient peut-être moins impliqués. Peut-être qu'ici, ça génère un petit peu plus d'envie de participer à de tels types de mouvements. Enfin, moi, il me semble que c'est important. Maintenant, encore, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que c'est parfois compliqué au sein d'une institution de prendre une position. Donc, je parlais de la neutralité tout à l'heure, et donc, voilà, on est dans une institution publique. Prendre position, face à quoi on s'oppose, il y a des patients, on accueille tout le monde. Donc voilà, qu'est-ce que ça signifie de prendre position? Voilà, c'est une question avec laquelle je suis encore habitée, donc je n'ai pas de réponse à ça. Voilà. Merci Isabelle. Siane, Frédéric, faites-moi signe si vous voulez réagir. Moi, je veux bien. Je trouve que c'est une question délicate parce que les syndicats sont eux-mêmes pris dans des contradictions, dans les contradictions de l'évolution du politique aussi. Hein. On a bien vu les syndicats essayer de défendre les aides ménagères et en même temps les aides ménagères demandaient à pouvoir reprendre leur travail. Et donc c'est toute cette question de la négociation des conditions de travail qui reste, je trouve, délicate. En tout cas, ce qui m'a frappée, c'est qu'il y a plein de patients qui étaient comme ça en incapacité très mal. Et ça a été les élections sociales il n'y a pas longtemps, il y a quoi, 2-3 semaines, c'est les élections sociales. Et là, vraiment, c'était quelque chose d'important, quoi. Les gens voulaient aller voter pour les élections sociales. Donc ça, mais voilà, pour
pour le syndicat de leur appartenance politique. Et je trouve que voilà, on reste dans quelque chose qui est très lié à l'appartenance politique et qui malheureusement est un peu aussi dans l'impasse des partis aujourd'hui, quoi. Quelle lutte politique peut-on mener collectivement? D'abord, je pense qu'une lutte de soignants, c'est bien, hein, mais il faudrait de soignants et patients. Et puis, il faut savoir que tout le monde dans sa vie peut devenir un jour un patient, hein. On ne le sait pas, les soignants peuvent devenir patients. On le constate ô combien maintenant, justement, à quel point les soignants sont eux-mêmes touchés. Les patients peuvent devenir soignants. Il n'y a aucune raison comme ça je pense, d'avoir des luttes uniquement liées à certaines appartenances professionnelles, même s'il y a des statuts importants à défendre. Mais comment est-ce qu'on peut le faire au-delà de la question des partis? C'est une grande question, hein. Quels sont les mouvements suffisamment puissants, structurés pour faire avancer les choses au-delà de ça? Merci Frédéric. Tienne? Oui, je voulais réagir. On ne va pas laisser la place aux questions de l'extérieur. Pardon, je vais faire court. Des bouts, ce n'est pas des réponses, hein, mais pour vous dire quelque chose de mon cheminement où je me frotte à cette question depuis un moment, hein, que ce soit du côté de la neutralité, que ce soit du côté de la question du politique. Peut-être que je vais le reformuler. Alors, je trouve que cette clinique m'a enseigné l'indispensable réflexion sur l'articulation entre la dimension politique et la dimension singulière. C'est-à-dire que je ne peux pas réfléchir les effets et, pour employer cette formule hein, que je ne me suis pas encore complètement appropriée, hein, mais la santé mentale ou l'état de santé mentale de la personne, si je ne l'incorpore pas dans un tableau global, dans un contexte de vie qui est le sien, c'est un peu tout le principe aussi de la santé, de l'acception de la santé globale. De se dire, bon, bah voilà, si j'étais somaticien et que mon patient me parle de toute une série de troubles, mais qu'en fait, il vit à la rue ou dans des logements complètement insalubres, je peux lui donner le médicament que je veux. Voilà, je passe complètement à côté du truc. Je crois qu'il faut avoir à l'esprit, premièrement, si je peux me permettre, que se frotter à la question du politique, ce n'est pas forcément tomber dans la position partisane. On peut débattre la question partisane par ailleurs. Mais je crois que quand on est dans une fonction comme ça de clinicien, au sens large du terme, dénier ce que la dimension politique au sens large produit, c'est redoubler de violence à l'endroit des personnes. C'est-à-dire que c'est comme si, je vais employer un peu un jargon, c'est faire porter sur le dos du sujet le symptôme du social. Le problème, c'est qu'il soit posé à cette place-là, assigné à cette place-là, dans un ordre social déterminé. Et moi, avec le temps, il m'est apparu de plus en plus évident que si je ne mets pas ça dans le travail avec mes patients, je rejouais quelque chose, d'un sentiment de folie ou de quelque chose qui s'abat sur eux, d'un sentiment d'être un corps déchet ou une vie sans aucune valeur, complètement intériorisé, qui leur tombe dessus en passant. C'est un petit peu, vous savez, tous les débats qui sont plus récents sur les violences genrées, sur les violences contre les femmes. Voilà, il y a quelque chose qui nous apparaît, je crois même dans le métier, de plus en plus clair, d'en dire un petit peu quelque chose. Alors, après en dire un petit peu quelque chose, on le met sur un fil de tension. Effectivement, je continue à penser que la sphère du militantisme qu'individuellement je peux avoir par ailleurs ne rentre pas dans le champ de la consultation psychologique. C'est-à-dire que je ne vais pas supposer à l'avance des effets sur cette personne de l'ordre social qui s'abat sur elle. Et je crois que c'est là qu'on a une position à construire tous. Moi qui, en tout cas, m'apparaît salutaire et semble avoir du sens dans ma pratique quotidienne. C'est-à-dire que je vais refuser à la fois de dénier la dimension politique, cet ordre social et cette place à laquelle les personnes sont assignées et les différents mécanismes structurels violents qui peuvent s'abattre sur eux. Je vous donne l'exemple, juste pour l'illustrer, quand j'ai travaillé pendant plusieurs années uniquement avec des personnes qui avaient subi des tortures, il m'apparaissait évident qu'il fallait que je montre d'emblée que je reconnaissais l'existence du dispositif de torture et que j'allais pouvoir les aider à comprendre les effets que ça avait produits sur eux. Donc je ne pouvais pas partir d'une position qu'on aurait pu qualifier de neutre, ou en tout cas de ne pas me positionner sur l'existence du dispositif de torture à travers le monde, qui, quand on se penche dessus, on voit que plus de la moitié des pays dans le monde la pratiquent. Vous voyez, donc la question de rendre visible cette dimension politique apparaissait
indispensable dans cette clinique-là. Sinon, je ne voyais même plus la différence entre le champ de la consultation avec le psy et l'interrogatoire. Hein. On est deux en face à face, dites-moi tout ce qui vous passe par la tête. Il fallait que je me positionne, il fallait que je dise quelque chose de ce que cette personne pouvait mener à cet endroit-là, et donc par là que je reconnaisse ce qu'elle avait vécu et ce qui agissait dans la rue. Mais de l'autre côté, c'est qu'une fois qu'on nomme ces choses, que je crois qu'on est complètement dans notre rôle, qui est de dire ensuite à la personne qu'on a en face de nous, et vous, comment vous vous débrouillez avec ça? Vous le vivez comment? Ça vous touche où? Ça vous fragilise où? Ça vous renforce où? Ça vous met en colère? Ça vous désespère? Toujours pour juste donner cet exemple avec les personnes qui ont subi des tortures, je pouvais à la fois avoir des personnes en face de moi qui se positionnaient comme des victimes, dans le sens qui s'appropriaient vraiment cette étiquette, cette identification en disant j'ai été victime d'eux, avec tout ce que ça peut comporter, et d'autres qui disaient mais non, je suis une survivante, ou je suis un combattant. Donc, se positionner, je crois, en tant que soignant, un petit peu montrer de quel côté de la danse est-ce qu'on est, c'est pas nécessairement rentrer dans une logique partisane en consultation, et c'est pas du tout de présupposer à l'avance des effets sur cette personne, parce que là, effectivement, on serait plus dans notre fonction de clinicien. Ça, faut qu'on le fasse ailleurs. Voilà, et merci Sienne. Et par rapport à cet ailleurs, ben on peut peut-être, je vais transmettre les questions, mais on peut peut-être rappeler du coup l'existence de ce mouvement La Santé en lutte et de peut-être s'interroger sur la place que nous pouvons prendre en tant que psychologues dans ce mouvement, tout en sachant que peut-être qu'il y a aussi une complexité pour les psychologues, puisqu'il y a tout un historique de volonté de ne pas complètement se caler à la question du médical, et donc de se retrouver dans une lutte en tant que soignant, là où plusieurs psychologues considèrent justement que notre travail consiste plus à prendre soin que de soigner, plus à prendre soin que de guérir, plus à prendre en considération la question du lien social, des interactions sociales, que le fait d'effacer des symptômes qui ont peut-être leur raison d'être là. Donc voilà, moi je rebondis en tout cas sur vos interventions comme ça. Je transmets juste une question, je pense, pour toi, Frédéric. Une personne demande qu'est-ce que tu entends par prendre par soin? Est-ce que le soin, c'est la prise de médicaments? Ou est-ce que c'est la création d'une relation de confiance? Ne faut-il pas, à ton sens, détruire les murs de l'hôpital psychiatrique, le déconfiner en quelque sorte? Peut-être que la question rentre en partie en résonance en ce que tu disais, de retrouver là actuellement le côté de l'hôpital dans sa fonction la plus, comment dire, contrainte là actuellement. Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faut sortir des clivages, et notamment du clivage mauvais hôpital, bon soin en ambulatoire. Parce que, et je suis contente de continuer à le vivre des deux côtés, parce qu'il y a une grande tentation comme ça de mettre les équipes mobiles qui vont à domicile, qui offrent un soin gratuit d'un côté, et puis le mauvais hôpital où on est enfermé de l'autre. Or, moi, je travaille dans les deux. Et donc, un soir, je peux être de garde à l'unité de mise en observation et être complètement révoltée parce que la police a amené une dame de 85 ans, un peu confuse, qui mettait le boxon dans le service de cardiologie pour laquelle on a rédigé une demande de mise en obs. Et voilà, je dois accueillir cette personne-là, ça me révolte, et en même temps, je l'accueille du mieux que je peux. Mais le lendemain, je peux me trouver en visite avec l'équipe mobile chez la même dame qui jette des objets par la fenêtre, à me creuser la tête en me disant « Et comment je vais faire pour l'aider à rester chez elle? Qu'est-ce que je vais pouvoir mobiliser comme mes ressources internes et les ressources du réseau pour essayer d'éviter que cette dame soit mise en observation ?» Et donc, voilà,
comment dire, le dispositif de soins, il est ce qu'il est pour le moment. Il faut essayer de faire tout travailler ensemble. Mais je pense que ce passé de l'hôpital, on ne doit pas penser comme ça. Tout ça, les patients sont les premiers à me dire, et pendant toute cette crise particulière, ils continuent à le dire, à quel point l'hôpital est important, à quel point, et moi je le constate bien, il y a le nombre de personnes suicidaires qu'on a rencontrées. Depuis le début, on ne le dit pas assez, mais il y a vraiment une forte montée, et surtout depuis ces 2 derniers mois, des idées suicidaires chez les gens, mais parfois il faut les protéger. Et une équipe aussi sympathique, gentille, compétente soit-elle, qui passe chez vous même une fois par jour, ça ne veut pas suffire à contenir vos idées suicidaires en plein milieu de la nuit, quand vous aurez un peu bu, etc. Et donc, il ne faut pas se leurrer. Des lieux contenants et protecteurs, il faut en garder. Mais ceci dit, il faut aussi faire en sorte que ce ne soient pas des lieux emmurés. Et en ça, je dirais une des choses intéressantes dans ces crises, c'est que les équipes mobiles n'ont jamais été aussi bien utilisées par l'hôpital, parce qu'on nous envoyait justement chez les gens dire, tiens, est-ce que cette hospitalisation-là est vraiment nécessaire ou pas? Eh bien, parfois non, mais parfois oui aussi, elle était nécessaire. Et donc, il y a une complémentarité comme ça à jouer pour que les hospitalisations soient mieux ciblées, et pour que voilà, il n'y ait pas d'hospitalisation non nécessaire non plus. Et puis il y a voilà, des tas de choses encore à créer qu'on ne dit pas. Mais le nombre de femmes qui refusent de se faire hospitaliser parce qu'elles ont des enfants à la maison et qu'elles sont seules. Et comment est-ce que vous allez vous faire hospitaliser si vous avez besoin de soins quand vous avez des enfants à la maison? Il faut faire appel à l'aide à la jeunesse, mais faire appel à l'aide à la jeunesse dans la représentation des gens, et c'est malheureusement encore parfois vrai, ça veut dire que vous demandez de l'aide à un moment, mais que cette aide, elle peut se retourner contre vous. Donc, il y a des choses à inventer encore dans la société civile. Moi, je ne comprends pas comment, autour de chaque hôpital psychiatrique, il n'y a pas encore un réseau de familles d'accueil, en dehors de toute forme de judiciarisation, qui existe un réseau de dépannage. Au Canada, à un moment, il y avait comme ça une invention assez fabuleuse qui était des jumelages de familles. Une famille plus aisée était jumelée comme ça avec une famille plus précaire, et aidée dans des situations plus compliquées. Je pense qu'on a perdu comme ça le sens de l'invention aussi de systèmes un peu collectifs de parrainage. Enfin, on sait bien pour les mineurs demandeurs d'asile, ça existe depuis un certain nombre d'années. Mais comment il faudrait aussi pouvoir repenser à toute cette forme de solidarité aussi dans la société civile. Donc non, moi je pense qu'il faut faire en sorte que les hôpitaux soient mieux articulés avec l'ambulatoire, les équipes mobiles. Il faut aussi trouver des systèmes pour que ces fameux taux d'occupation, tu en as parlé au début, Roxane, je pense. Il ne faut pas que les hôpitaux soient pleins en permanence, il faut laisser des places vides, il faut laisser de la souplesse, il faut laisser du jeu. Il faut qu'il y ait moins de rigidité autour de tout ce système qui fait qu'on entre, qu'il y a un contrat, qu'on en sort à tel moment. Il faut travailler autour de ça. Il y a des pratiques, je pense, à changer. Mais je pense que les gens auront toujours besoin de lieux un peu contenants. Alors, il faut que ces lieux restent humains, hein, complètement adaptés comment dire, le rôle qui est le soin. Et donc, j'espère que j'ai fait comprendre que soigner, pour moi, ça n'est pas donner des médicaments, même si les médicaments aident, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Certains médicaments sont d'une grande aide, mais je pense que le soin, c'est l'attention, ça commence par l'attention à l'autre, par une attention extrême à l'autre, et aux résonances aussi entre l'autre et vous. Merci beaucoup pour ta réponse, Frédéric, et qui met en avant énormément de choses où moi j'aurais envie de dire, mais tout ça on a besoin de sous pour ça. On a besoin pour tous ces réseaux de solidarité, pour tout ce qu'il manque autour en fait de ce clivage entre hôpital et équipe mobile. Il y a besoin aussi de moyens. Comment ça se fait que les réseaux de solidarité soient si mis sous pression, doivent tellement bricoler avec des petites choses, et peut-être que, en tout cas, j'ai l'impression du côté clinique et psychologique, on a parfois tendance à valoriser, à romantiser quelque part la débrouillardise
que mettent en place certains réseaux de solidarité, la créativité dans la société pour faire face à l'adversité. C'est aussi important de rappeler que tout ça demande des moyens et donc on peut vraiment se poser la question du financement aussi du secteur de la santé mentale. Hein. Il y a eu beaucoup de discussions autour de la réforme 107 sur les moyens alloués plus à l'ambulatoire, plus aux équipes mobiles, plus à l'hôpital. Est-ce que c'est juste une répartition de moyens ou est-ce qu'il manque pas concrètement de sous et de personnes. Une autre question. J'aimerais savoir pourquoi un service complet de psychiatrie avec un staff complet de personnel, plus de 10 soignants par équipe tournante, n'ait pas accepté plus de patients en détresse lors de la première vague. Donc apparemment, selon cette personne, il y aurait eu une limitation à 5 patients pour une unité entière de 32 lits. N'est-ce pas une forme d'abandon? Alors oui, je pense. Alors comme je le disais, les hôpitaux psy, les services psy ont été complètement abandonnés par les politiques et donc il n'y a pas eu de directive claire. Et donc je sais que chez nous, ça ne s'est pas passé comme ça, mais j'ai entendu qu'en effet, il y a des régions dans lesquelles hospitaliser devenait quasiment impossible et on n'arrivait même plus à parler, à avoir un dialogue avec quelqu'un du service pour hospitaliser un patient. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en effet, la crainte de la contamination était extrême. C'est des services collectifs et qui n'avaient pas, qui ne disposaient pas non plus des équipements nécessaires pour éviter la contagion. Donc, il faut savoir que, par exemple, dans mon hôpital psychiatrique, comme je disais tout à l'heure, au niveau des masques, on n'a pas eu de masques avant que les masques soient commercialisés en grande surface. Avant ça, le personnel n'avait pas de masque. Et donc, voilà, il faut savoir que comment dire, ce sont des problèmes un peu en cascade. Moi, je pense que ce qui se passait au sein de l'hôpital, par exemple, à savoir le fait de n'avoir pas de masque, était le reflet de ce qui se passait au niveau du discours politique à un niveau supérieur, qui était les masques ne sont pas nécessaires. Et donc, en fait, il n'y en avait pas. Et donc, on disait qu'ils n'étaient pas nécessaires, personne n'était dupe. Mais on voit bien que comment le discours à un certain niveau supérieur se répercute comme ça d'étage en étage. Et donc, les gens sont pris dans des paradoxes tout le temps. Et le personnel, évidemment, est le premier à être pris dans ces paradoxes aussi. Mais donc oui, je pense que les hôpitaux doivent pouvoir s'adapter, mais aussi bénéficier, ici, en l'occurrence, d'équipements qui étaient nécessaires et pour pouvoir accueillir, clairement, clairement. Je pense il y a eu beaucoup d'abandon de personnes en danger, clairement. Et c'est aussi terrible que les gens aient dû être admis par les mises en obs, parce que une mise en observation, quand même, être amené par la police sur décision d'un procureur, c'est comme un emprisonnement, c'est extrêmement violent. Et donc, on voit bien qu'il y a des personnes pour lesquelles ça a été le dernier recours, parce que justement, l'hospitalisation n'était pas possible. On a attendu, jusqu'au moment où la décompensation était telle qu'il a fallu montrer comme ça. Et ça, c'est dramatique. Ça laisse des traces chez les gens qui sont des traces à très, très long terme, qui sont vraiment traumatiques. Donc oui, je pense que vraiment, là, il y a eu des gros soucis. Je suis bien d'accord avec la question. Alors, on a eu quelques réactions sur les liens avec les personnes usagères, justement des services de santé mentale au sens large. Donc, on l'a évoqué un peu au début en disant que voilà, on avait essayé d'inviter des personnes à participer ce soir. Ça n'a pas pu être possible, mais c'était en tout cas l'intention. On est petit à petit en train de conclure. Il y a cette fameuse phrase qui me revient, qui dit il est plus facile à l'heure actuelle d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Comme je pense que tout ce qu'on met en évidence montre l'importance de
inverser cette phrase, hein, faire en sorte qu'il soit plus facile d'imaginer la fin du capitalisme que la fin du monde. Hein, c'est l'objectif de mettre des mots ce soir, de mettre du lien entre nous. Qu'est-ce que vous... Donc, peut-être que un petit commentaire de votre part, si on devait hein, participer à ça, à cette inversion dans cette phrase, si on devait le faire, l'importance de le faire avec toutes les personnes dans la société. Donc l'importance que la question de la santé mentale ne soit pas seulement la préoccupation de professionnels ou ne soit pas seulement quelque chose sur lequel les professionnels auraient quelque chose à dire, mais bien l'ensemble de la société et les usagers et les usagères. Ça vous paraît important? Peut-être d'abord Sian ou Isabelle, si oui, dans quel sens J'y vais, Isabelle? Oui, 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 évidemment. Le fait d'y être tous ensemble et d'en être tous ensemble, qu'on soit du côté des soignants, qu'on soit du côté de tout le personnel logistique, qu'on soit du côté du patient, comme tu le dis très justement, Frédéric, on l'est tous potentiellement. Il faut absolument construire des choses ensemble, mais pour refaire référence à la santé en lutte, c'est exactement ce que ce collectif avance. C'est d'avancer l'accès à des services de santé de qualité, quelle que soit la situation des personnes, quels que soient leurs revenus, et d'allier justement, de dépasser les clivages. Hein. Tu parlais beaucoup des clivages, Frédéric, de dépasser les clivages interprofessionnels ou d'une structure à une autre, ou du privé au public, ou de l'hôpital et de l'ambulatoire, et d'ailleurs des soignants ou des usagers. Je crois que c'est fondamental et en même temps, je crois que ça ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'il faut commencer effectivement par avoir cette attention, comme tu disais, ne serait-ce que dans l'invitation que vous avez faite pour ce soir, mais que ça ne tombe pas non plus sous le sens et que ça se construit vraiment et que ça demande des efforts et notamment de notre part. Mais je crois qu'on a tous, absolument tous, et là même en dehors de notre casquette de soignant, mais a fortiori parce qu'on a aussi ce métier-là, d'aller dans ce sens-là, oui, de défendre la santé comme un bien commun, un droit. Oui, je ne vais pas pouvoir rajouter beaucoup de choses par rapport à ce qui a été dit. Moi, ça me fait juste penser à la convergence des luttes. Et donc, effectivement, de ne pas se limiter à des revendications des soignants. Je pense que tant que les soignants ne seront pas rejoints par d'autres mouvements ou les soignants ne rejoindront pas d'autres mouvements, on va continuer à se disperser. Et voilà, et ça, je pense que ça déforce un petit peu les revendications qui finalement, on peut quand même retrouver un partage, un partage d'idées à travers les différents mouvements qu'on a pu voir pendant ces derniers mois, notamment. Voilà, peut-être juste ce commentaire. Je suis d'accord, quoi. Eh bien, merci, un tout grand merci à toutes les trois pour votre participation à la soirée de ce soir. Merci aux personnes qui ont laissé leurs commentaires, qui ont posé des questions. Pour des raisons techniques, ce n'était pas possible pour moi, pendant que j'animais, de partager les liens fournis par Aurélie Hex, qui travaille à l'autre lieu, qui n'a pas pu participer ce soir. Mais donc, ce sera fait dans ce soir ou demain. De toute façon, la vidéo de ce soir reste en ligne. Donc, si vous voulez la partager, la visionner au complet, ce sera toujours possible. Ce sera toujours possible en ligne. Voilà. Eh bien, je propose, on a ouvert beaucoup de questions ce soir. On n'a pas pu aborder, je pense qu'il y a plein de choses qu'en tout cas personnellement j'aurais aimé qu'on puisse aborder, mais voilà, il faut qu'on s'arrête ce soir parce qu'on a aussi des ressources limitées et on doit aussi pouvoir se reposer. Mais je pense que c'est partie remise. En tout cas, il y aura d'autres rendez-vous. En tout cas, je l'espère.
Je te laisse la parole pour conclure, Bastien. Voilà. Incroyable. Voilà. C'est mieux avec le son. On arrive donc à la fin de cet excellent live, malheureusement. Comme l'a précisé Roxane, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook justement de la gauche anticapitaliste, Formation Léon Le Soir, etc. Vous pourrez la revoir, la partager en masse. Voilà. Si vous appréciez ces activités, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec la gauche anticapitaliste sur le site internet, sur la page Facebook, via Instagram. Donc, vous avez le choix. Et j'en profite que vous êtes encore là pour attirer votre attention sur quelques événements en fait qui vont se produire dans un avenir proche. D'abord, les actions de la FGTB ce jeudi 10 décembre, en réponse en fait à la récente condamnation de ces militants à de la prison avec sursis pour le blocage de la E40, qui est une condamnation qui est vue comme une menace envers le droit de grève. À cette même date du 10 décembre, pour le 3e jour du procès de l'affaire Maouda, le rassemblement organisé devant le palais de justice de Mons en soutien à la famille et pour obtenir la justice. Ensuite, le rassemblement, on en a parlé notamment, le rassemblement organisé par la Santé en lutte le vendredi 11 décembre à 17h au métro Arlois, avec une série de revendications, plus d'effectifs, refinancement structurel des soins de santé, retrait de la loi sur la délégation des soins infirmiers et d'autres. Et enfin, un rassemblement ce dimanche 13 décembre à 16h au Mont des Arts, qui est organisé par le collectif Soussou, SUSU, pour protester contre la précarisation de nombreux groupes de personnes en raison de la pandémie et des pratiques des pouvoirs publics. Alors, on se quitte là-dessus. Je vous souhaite évidemment une très, très bonne soirée et on se dit à bientôt. Voilà, à plus.